Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. On va parler Digital Marketing Act, on va parler Google Ads, on va parler A/B testing, on va parler réseau, on va parler entreprendre. Bref, c'est parti pour ce nouveau format FAQ. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Houflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on a réalisé 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et évidemment l'ambition c'est de faire mieux en 2024 et dans les années à venir. Je suis aussi le créateur du podcast Insubmersible, le podcast dans lequel je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire. Je vous donne les clés pour accomplir vos projets, passer les périodes difficiles dans la vie et je l'espère vous permettre, voilà, encore une fois d'accomplir vos rêves et de bâtir la vie que vous méritez. On va tester encore une fois nouveau format aujourd'hui. Je vais répondre à toutes vos questions. Je pense que ça va être un format plus en termes podcast. Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Vous pouvez vous le mettre tranquillement en audio et puis aller faire votre jogging, faire votre vaisselle, ranger votre appartement, votre maison. Bref, c'est un moment qu'on prend ensemble. Moi-même, je vais regarder un petit peu toutes les questions que vous m'avez posées. Je me suis pris des notes. Je vais essayer d'y répondre oralement. Je regarderai de temps en temps la caméra, mais entre guillemets, cette vidéo n'a pas vocation à être une vidéo à la MrBeast entre guillemets. La partie vidéo est optionnelle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai pris tout un tas de questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux. Peut-être que je devrais commencer par ça d'ailleurs, à savoir les réseaux. Donc évidemment on a le Discord de Lead Studio. Pour lequel vous pouvez venir poser toutes vos questions d'un point de vue entrepreneurial, évidemment génération de prospects et Google Ads. On a passé la barre des 1000 d'ailleurs, donc 1000 personnes, ça fait plaisir. Il y a de l'engagement tous les jours, donc je ne peux que vous encourager à venir poser vos questions. La communauté se développe bien et je suis vraiment content que vous jouiez le jeu. Et de mon côté, ça me permet encore une fois de voir vos problématiques et d'essayer d'y répondre au mieux à travers tout le contenu concret. Et je vous le redonne aussi, le podcast perso sur Spotify et Apple Podcast qui s'appelle Insubmersible. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, s'il vous plaît, à vous abonner, à mettre des notes, notamment sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui me donne envie de continuer et surtout, c'est ce qui permettra à plus de personnes de découvrir le contenu. Alors, je vais attaquer ce premier FAQ par une partie plutôt technique qui est sur les observations suite au Digital Marketing Act. Donc globalement le DMA, j'en ai fait une vidéo dédiée récemment. Ce qui nous concerne, c'est que le consentement utilisateur doit être maintenant éclairé et envoyé directement à Google pour que Google ait le droit d'utiliser les données. Donc ça pose des problèmes au niveau évidemment des mesures. Et deuxièmement, Google ne peut plus utiliser des audiences third party, donc qui sont en fait des données issues d'autres bases de données pour lesquelles Google n'est pas propriétaire pour améliorer le ciblage des publicités. Donc nous, ce qu'on observe suite au DMA, c'est deux choses. Premièrement, c'est une grosse baisse de diffusion effectivement sur certaines audiences et ça ne devrait faire qu'empirer. Pourquoi ? Parce que Google n'a globalement plus le droit de les utiliser, ou en tout cas s'il continue à les utiliser, il risque de grosses amendes. Donc les audiences sont beaucoup moins fiables, ce qui pose problème évidemment nous dans notre ciblage parce que on va avoir des audiences qui ne fonctionnent pas, donc il faut aller tester de nouvelles audiences pour lesquelles on n'est pas sûr de la rentabilité, donc ce qui vient bouleverser le statu quo de certaines campagnes qui marchaient très bien. Donc on est reparti à fond dans une phase de test. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut vraiment que vous travaillez sur vos données. Ça fait quand même plusieurs vidéos pour lesquelles je parle de ça, mais tout ce qui va être base de données, connexion CRM, upload de liste de clients dans Google, vous devez maintenant faire le travail et vraiment donner du caviar à Google pour qu'il puisse comprendre votre marché, vos prospects cibles, votre audience et bien évidemment diffuser vos annonces aux bonnes personnes parce que lui-même ne pourra plus le faire de manière aussi simple qu'il le faisait avant le DMA. Deuxièmement, il est urgent d'utiliser des CMP, donc des Consent Management Platform, pour pouvoir envoyer le consentement ou non de l'utilisateur à Google. Nous, on est chez Ubienda, ça marche très bien. Vous avez bien évidemment toute une panoplie d'acteurs référencés par Google, Acceptio et autres, que vous allez voir un peu partout. En tout cas, évidemment, le DMA va bouleverser pas mal de choses. Je pense aussi que alors à la base, c'est censé, au niveau de la Commission européenne, casser les situations de monopole des gatekeepers de Facebook et Google. Moi, je pense que ça va au contraire renforcer les situations de monopole. Pourquoi ? Parce que, en tout cas dans les acteurs qui diffusent énormément sur ces réseaux-là, les acteurs qui vont exceller sont ceux qui sont propriétaires d'une flopée de données.
Donc globalement, ça va être les pure players et les acteurs déjà bien établis, hein, qui ont des milliers, voire des millions de données à envoyer à Google et qui vont être très peu pénalisés par ce DMA. Au contraire, les nouveaux acteurs qui vont se lancer, globalement le boulanger qui doit se lancer sur Google et va devoir triturer ses balises de cookies, etc., c'est pas son boulot. Donc ça va quand même fermer la porte à pas mal de petits PME, TPE qui n'ont pas le savoir-faire et au contraire qui vont être beaucoup plus à l'aveugle dans leur ciblage, je veux dire qui ont que des petits budgets de 30 ou 40 euros, mais qui à cause du DMA ne pourront pas cibler aussi bien leur publicité que ce qu'ils pouvaient faire par le passé, ils vont globalement se faire éclater par les tyrannosaures rex du marché, quoi. Donc pour moi, voilà, on va voir comment ça évolue, mais je pense que ça va avoir l'effet inverse de ce qui est attendu, comme d'habitude. Je passe évidemment sur ceux qui nous dirigent et font ces lois-là. En tout cas, mon avis personnel est que ça va être contre-productif à plein d'égards. Et j'espère sincèrement me tromper pour le DMA. Maintenant, des premières observations que j'en vois, c'est que globalement, soit vous êtes déjà dans le train et c'est fine, soit pour rattraper le train, bon courage, quoi. Donc, on verra de quoi l'avenir est fait. En tout cas, évidemment, nous, on s'est mis à jour au DMA et on en voit les effets. Et donc, on a pris conscience qu'il fallait être beaucoup plus vigilant sur nos first party data et clairement venir nourrir les algos. J'avance dans cette optique de Google Ads au niveau des audiences, du coup, ce qui découle de la partie DMA. C'est quoi les bonnes pratiques pour utiliser ces audiences? Donc des audiences de ciblage, que ce soit sur du Performance Max, du Dimension, du display, du YouTube. Globalement aujourd'hui, ce qui va faire la différence, ça va être évidemment votre capacité à gérer correctement et intelligemment les signaux d'audience. Donc première chose déjà, c'est d'envoyer de la donnée de qualité à Google. Donc faites le tri sur tous vos badges de clients, sur vos CRM, regardez quels sont tout ce que vous pouvez envoyer à Google qui est de qualité. Donc là, il faut essayer globalement de sortir du ventre mou. Donc vous devez envoyer à Google toutes les audiences sur lesquelles vous avez des bonnes performances, que ce soit en termes de rentabilité ou autre, pour le dire voilà quels sont mes clients, essaie de cibler des personnes en rapport avec ces personnes-là. Et en parallèle, faire le tri sur toutes les audiences, entre guillemets, qualité McDo, quoi. Je prends un exemple très simple. Sur la rénovation énergétique, on fait beaucoup de prospects. On sait que le Satan sur ce marché-là, ce sont les locataires et les personnes qui vivent en appartement. C'est clairement le diable. Donc, c'est comment est-ce qu'on explique à Google qu'à aucun moment il doit diffuser nos annonces à des locataires ou à des personnes qui habitent un appartement, quoi. Et donc ça, c'est des exclusions d'audience. C'est jouer avec les règles de valeur au niveau des conversions et expliquer que les locataires, ça vaut globalement que dalle pour notre business. Bref, il y a toute une partie de technicité. Alors, je passe, parce que là, c'est pas un tutoriel technique, mais c'est vous inviter à regarder à quel moment, en fait, vous pouvez envoyer des signaux d'audience de qualité à Google pour lesquels vous êtes propriétaire et lui expliquer qu'il y a certaines audiences sur lesquelles il doit absolument diffuser et d'autres où c'est une catastrophe. Et ça, clairement, je pense que Google va continuer d'apporter pas mal d'outils là-dessus. On voit qu'ils ont ressorti d'ailleurs les audiences lookalike, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque globalement, sur les audiences lookalike, ça nous permet maintenant, voilà, si vous avez des bonnes listes de clients, d'envoyer des informations pertinentes à Google en disant voilà, ma liste de clients de 50 ou 100 000 personnes, fais-moi une audience lookalike comme ce qu'on avait sur Facebook à 2% et cible-moi les personnes qui ressemblent le plus sur un pays donné à ma liste de clients, quoi. Après, au niveau des audiences, il faut être maintenant très méticuleux, je pense, sur ce qui est la taille d'audience. J'en parlais dans une vidéo sur Dimension et les erreurs à éviter. Essayez d'avoir des audiences entre globalement 1 million et 5 millions et de tester des traits d'audience sur ce pool, sur ce type de pool. Pourquoi? Parce que les audiences qui vont être à plus de 5 à 10 millions, généralement, ce sont des audiences qui vont beaucoup diffuser et sur lesquelles la variance de résultats va être énorme. Donc regardez là quand vous allez travailler sur les types d'audience, que ce soit sur PMax, sur Google, Dimension, YouTube, etc. De vous assurer que vos audiences d'intérêt, vos audiences de mots-clés, sont entre 1 et 5 millions. Moins d'1 million, c'est compliqué parce que vous allez peu diffuser ou en tout cas les audiences vont rapidement saturer. Plus de 5 millions, en tout cas on l'observe chez l'e-studio et je vous partage de ce qu'on observe. La variance va être plus élevée. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas, les audiences de plus de 5 millions, c'est plus que dans une logique où la qualité prime, dans une logique où le contexte économique fait qu'on doit être ultra pertinent dans nos dépenses marketing. Si vous augmentez la variance de résultats suite à des audiences trop larges, évidemment vous avez plus de chances de vous planter. Donc il vaut mieux faire moins mais mieux. Donc faites attention à ça.
On va avancer. Du coup, sur la logique, c'est que autant en 2023, j'avais un discours qui était très tout ce qui est algorithme, technicité Google, c'est globalement du bullshit. Si vous avez une bonne offre, des bonnes LP, un bon funnel marketing, vous en sortirez toujours. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de technicité hein, via le DMA et que je pense que c'est le grand retour en force de la technicité. Il va falloir AB tester d'un point de vue technique, en termes de stratégie d'enchère, en termes de, justement de règles de valeur, d'audience. Donc finalement, ça redonne du boulot à toute personne qui aujourd'hui est consultant Google Ads ou expert Google Ads ou expert Facebook Ads, pareil. Hein. Il n'est plus simplement question d'être un excellent copywriter, marketeur, mais également un excellent technicien. Et si vous alliez le meilleur des deux mondes, généralement vous allez quand même très bien vous en sortir. Par contre, il va y avoir des morts évidemment, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très techniques mais qui sont incapables d'avoir une vision marketing. Et puis au contraire, il y a des personnes qui étaient très marketeux et qui là, face au DMA, vont se retrouver quand même à poil parce qu'ils comprennent rien à tout ce qui est consentement et à tout ce qui est cookies, data, tracking, etc. Donc si vous êtes une boîte sur laquelle il manque des compétences tracking, il est urgent pour vous d'apporter ces compétences à votre entreprise. En tout cas, si vous êtes freelance aujourd'hui sur du Google Ads, il est urgent pour vous de vous former. Ça, c'est plus pour les sujets actualité. On m'a posé beaucoup de questions sur l'A/B testing dans les Discord. Donc, je voudrais faire une parenthèse un pan sur l'A/B testing. En fait, c'est comment est-ce que tu traites de l'A/B testing sur tes canaux de diffusion, donc que ce soit Google, Facebook ou autre, et de quelle manière. Alors, nous, on a globalement, enfin déjà en termes de priorisation, c'est hyper important parce que quand vous faites des règles d'A/B testing, déjà votre temps est limité et vous devez prioriser des tests qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent avoir un fort impact. Donc avant de partir dans OK, j'aimerais bien qu'on teste ça, essayez de faire une petite map en vous disant OK, quel est le temps d'implémentation? Globalement, est-ce que je peux le faire dans l'heure ou est-ce que ça va me prendre 3 jours? Et surtout, quel est l'impact? Je veux dire, allez faire chier votre développeur en lui demandant de changer une couleur de bouton ou le positionnement d'un bouton tout en sachant qu'au maximum, ça va vous permettre de faire plus 5% sur votre taux de conversion, ça va prendre 3 semaines, c'est pas très judicieux quoi. En revanche, AB tester une proposition de valeur ou enlever une petite question d'un formulaire sur lequel vous avez remarqué un énorme taux d'abandon, là c'est simple, hein, vous enlevez la question, vous savez tout de suite que vous faites x2, ça prend 2 minutes, pourquoi s'en priver? Donc soyez vraiment très attentif à tous les tests que vous menez. La deuxième règle, c'est que c'est un test à la fois. Un A/B test, c'est censé pouvoir donner lieu et donner naissance à un apprentissage, qu'il soit positif ou négatif. Donc, quand vous testez plein de variables d'un seul coup, vous allez avoir un résultat, et pour l'interpréter, vous n'allez rien apprendre. Parce que vous ne savez pas si c'est parce que vous avez enlevé une question dans un formulaire, vous avez changé la couleur d'un bouton, vous avez changé une audience, ou vous avez doublé le CPA d'une campagne, qui ont apporté ces résultats-là. Donc soyez précis dans vos tests, et encore une fois ça fait écho au point 1, c'est que comme vous avez une quantité limitée de tests que vous pouvez mener, parce que c'est un seul à la fois, concentrez-vous sur les tests qui sont censés avoir le plus d'impact. Donc nous, ce qui marche globalement, en premier, ça va toujours être quand même des A/B tests autour des landing pages et des funnel marketing. Donc une fois qu'on a des campagnes qui sont lancées, que ce soit sur Google, Facebook ou autres, qui sont globalement probantes, on va passer 80% de notre temps à AB tester nos funnels, tout en gardant évidemment une dimension qualité, parce qu'on génère des prospects qui est essentiel. Et une fois qu'on commence vraiment à être en manque d'idées au niveau des LP, on va remonter d'un cran qui va être au niveau des audiences, donc à qui on va diffuser notre offre. Donc là, on va AB tester plusieurs audiences sur PMax, sur Dimension. On va typiquement travailler ce que je vous disais en amont sur les signaux d'audience et voir s'il n'y a pas des signaux qui manquent pour diffuser notre message marketing ultra optimisé aux bonnes personnes. Et une fois qu'on est sûr de nos audiences, on va travailler davantage sur les ads. Donc là, on va repenser les ads, on va changer les créatives, on va changer les vidéos, on va refaire des vidéos, on va changer les titres, etc. Mais on a remarqué que globalement, travailler d'abord sur le funnel marketing, ce qui a le plus d'impact, puis sur les audiences, puis enfin sur les ads. Et enfin, à la fin, ça va être de la technicité, sur de l'A/B test, sur la structuration de campagne. Et globalement, c'est là où je pense qu'il y a le plus d'erreurs. En tout cas, vous qui m'écoutez, si vous êtes traffic manager, c'est de vouloir over-complexifier des campagnes avec 15 campagnes search, 150 000 mots-clés, 36 groupes d'annonces, Dimension, 150 000 audiences. Sincèrement, ça sert à rien. Nous, je peux vous le dire, à chaque fois qu'on lance des campagnes ou quand on itère, il y a quand même, allez, max 3 ou 4 groupes d'annonces, 4-5 audiences et ça suffit, quoi. En tout cas, pour lancer, et ça suffit pendant un bon bout de temps, quoi. Le temps que ça sature, tout ça, ça prend du temps. En revanche, passer du temps, encore une fois, sur vos LP, c'est la clé, quoi. Sur vos messages marketing, etc. Donc, chère audience, les amis, mettez l'A/B testing au cœur, évidemment, de vos sujets du quotidien, mais faites-le bien, quoi. Une variable à la fois,
commencer par le message marketing, puis ensuite les audiences et éventuellement les ads. Après, c'est ce qui fonctionne chez nous. Tout ce que je vous partage ici, c'est ce que j'observe de notre quotidien chez Lead Studio, de notre quotidien sur les campagnes marketing. Et je le répète, prenez de la hauteur par rapport à ça. Il n'y a pas de règle, c'est à vous de tester ce qui fonctionne pour vous. Donc moi, je vous donne des idées, mais ne le prenez pas comme acquis. D'autres questions un petit peu plus techniques. Est-ce qu'on utilise le pilotage à la valeur en lead gen? C'est ce que je vous disais sur la partie DMA et la technicité, c'est que oui, on commence à l'intégrer. Pourquoi? Parce que on veut mettre des règles de valeur sur certaines typologies d'audience et on veut pouvoir expliquer à Google, peu importe la valeur, hein, c'est de la valeur artificielle, hein, on s'en fiche, mais qu'il y a certaines audiences qui valent beaucoup plus d'argent que d'autres pour nous, et au contraire, il y a des audiences sur lesquelles on ne souhaite pas diffuser. Donc aujourd'hui, aller mettre des règles à la valeur sur des audiences en particulier, sur des catégories de conversion particulières, c'est un moyen de plus pour expliquer à Google quel est notre business et quel est ce qui apporte vraiment de la valeur, enfin quel type d'utilisateur apporte vraiment de la valeur à notre business, quoi. Donc oui, évidemment, il faut l'utiliser. Alors après, de quelle manière? C'est à vous de tester, à vous de trouver ce qui fonctionne. Mais se dire non, mais c'est de la lead gen, je fais pas de règles à la valeur, encore une fois, c'est se voiler la face, parce que pendant des années, ça pouvait marcher. Nous, les premiers, on s'est jamais trop posé la question jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, on en voit l'intérêt, avec derrière des stratégies d'enchères, par exemple au ROS, qui vont s'ouvrir et qui vont devenir de beaucoup plus intéressantes que du CPA cible. Et encore une fois, ça nous permet d'expliquer à Google qu'est-ce qu'il en est de notre business, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur, donc c'est essentiel. Conseilles-tu ou utilises-tu la mise à jour des conversions hors ligne avec valeur 0 pour les retirer de l'algo? Ça, c'est une question que j'ai vu passer. Alors, la mise à jour des conversions hors ligne, si vous avez la possibilité de le mettre en place facilement, faites-le. Encore une fois, ça fait écho avec la technicité. Donc, tout ce qui est import de conversion online, liste de clients, connexion CRM, c'est essentiel. Après, valeur 0 pour les retirer de l'algo, ça c'est à toi de voir encore une fois, il n'y a pas de réponse, c'est à vous de tester. On va parler un petit peu plus lead gen maintenant. J'ai eu pas mal de questions qui sont, globalement, si tu as des marchés à prendre en lead gen, c'est quoi ton setup de départ pour tester? Alors, c'est ce qu'on appelle une ouverture de catégorie, j'en ai fait une vidéo dédiée à Lead Studio. Ce qui est important déjà, c'est de comprendre que vous avez beaucoup plus intérêt à passer du temps sur des catégories en lead gen existantes qui fonctionnent bien, sur lesquels vous êtes déjà profitable, essayez de faire plus que d'ouvrir une nouvelle catégorie. Ouvrir une nouvelle catégorie, ça demande énormément de temps, si ce n'est déjà parce qu'il faut comprendre le marché, donc il y a une phase d'analyse qui est extrêmement longue. Sachez que il faut être prêt, et ça je le répète souvent, à perdre avant de gagner. Donc globalement, prendre de nouveaux marchés en lead gen, si vous êtes dans un mood, je veux faire un coup one shot en mode NFT, crypto, je sais pas quoi, le next big thing, formation IA, vous allez vous planter 99% du temps. Il y en a qui vont réussir, mais c'est pas du tout comme ça que vous devez aborder le sujet. Vous devez vraiment l'aborder comme un sujet sérieux de long terme, et que si vous êtes là en mode je veux trouver le next big thing en lead gen, prendre 1 million et me casser, vous allez surtout perdre 1 million en fait. Donc prenez le temps d'analyser le marché. Ensuite, alors quand on doit ouvrir de nouvelles catégories, déjà encore une fois, comme ça demande beaucoup de temps, il faut s'assurer que le marché, si je devais passer du temps dessus, est-ce que déjà je suis certain qu'il est entre guillemets evergreen et que dans 10 ans il sera toujours là. Donc il n'y a rien de pire que prendre un marché en lead gen typiquement sur des tendances, typiquement IA, crypto, je ne sais quoi. Vous n'avez aucune idée si dans 3 mois le marché est encore là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous demander beaucoup de temps et ce serait dommage d'être prêt à lancer quelque chose le moment où le marché s'effondre. En revanche, en lead gen, il y a plein de catégories sur lesquelles en fait, vous savez que dans 50 ans, il y aura encore des besoins. C'est d'ailleurs ce qu'on explique quand on présente Lead Studio à notre entourage, c'est qu'on travaille sur tous les marchés les moins sexy de la planète, mais pour lesquels tout être humain aura besoin au moins une fois dans sa vie. La formation, la rénovation de son logement, tout ce qui est fournisseur d'énergie, fournisseur d'accès à Internet, tout ce qui va être mutuel, assurance, et puis après, voilà, en fonction de l'âge, que ce soit des couvertures santé, des complémentaires santé, et puis en fin de vie, tout ce qui est silver economy, adaptation du logement, etc., etc. Donc ça, on sait que c'est des marchés, c'est des safe bets, parce que déjà, il y a des acteurs institutionnels dessus, il y a des gros acteurs qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, donc on sait que eux, globalement, ils ont trouvé un sweet spot et qui sont, on l'espère, là dans les années à venir, donc on peut se projeter sereinement avec eux à partir du moment où on arrive à leur fournir du lead de qualité, et qu'on sait que c'est des marchés qui seront là encore pour pas mal d'années, donc ça vaut le coup pour le coup de dépenser de l'argent, de déployer des ressources dessus pour monter ces catégories. Donc quel est mon setup de départ pour tester? Après, c'est simple, on se renseigne sur le marché, on analyse le marché, on regarde ce qui est fait, on parle beaucoup aux clients de qu'est-ce qu'il connaît du marché, qu'est-ce qu'il attend en termes de prospects, et puis après c'est du test and learn, voilà, LP, funnel, première campagne sur Google Ads, on va d'abord généralement attaquer le search si c'est attaquable,
pas trop concurrentiel, voir un peu comment est-ce que nos messages marketing sont perçus par notre audience, et puis ensuite, en fonction des premiers résultats, itérer, hein, et trouver le sweet spot. Mais ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps, et en général, hein, lancer une categ en lead gen, ça va représenter 5 à 10 000 euros de ressources, probablement à perte. Alors si vous êtes très bon, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Lead Studio, ne pas les perdre, mais si vous n'avez pas 5 à 10 000 euros à dépenser, en tout cas en France, ne lancez pas de nouveaux marchés. Je parle même pas des US. Les US, ça va être entre 30 et 50 000 euros avant de commencer à gagner 1 euro, quoi. Donc, enfin, dollar. Donc prenez vraiment ça au sérieux, quoi. C'est pas du tout en mode je vais chercher le next big thing. C'est pas du dropshipping, hein, la lead gen, hein. C'est vraiment pas du dropshipping. Donc il faut vraiment prendre ça de manière sérieuse et essayer d'avoir une vision de long terme. Ce qui me permet d'avancer sur d'autres questions que vous m'avez posées qui sont globalement sur la lead gen. C'est quoi les bonnes pratiques que je pourrais conseiller? Quid de la qualité versus Google, etc. Il y a pas mal de bonnes pratiques en lead gen évidemment à voir. Là. Je pense que la première chose, c'est une des clés que j'explique à mes médias buyers, c'est que globalement, si le client devait voir ce qu'on fait, s'il était avec nous sur les campagnes, est-ce qu'il aurait envie de nous acheter plus de prospects ou pas? C'est un des gros problèmes de la lead gen, c'est l'opacité, c'est que jusqu'à présent, ça reste quand même des marchés où personne ne comprend vraiment ce qui a été fait. On achète des prospects, en tout cas pour les annonceurs, ils achètent des prospects, ils ne savent pas d'où ça vient. Je pense que la clé aujourd'hui pour la lead gen, notamment par rapport au contexte économique ou la qualité prime, c'est d'expliquer ce que vous faites, d'inspirer de la confiance et de la crédibilité à vos clients et d'être certain qu'ils puissent avoir confiance en vous pour générer des prospects. Parce que c'est tellement difficile de générer des prospects de qualité que globalement les garde-fous que vous avez avec votre client, c'est de lui montrer que vous faites au mieux au quotidien pour essayer de trouver les prospects qui vont lui apporter de la valeur. Donc les bonnes pratiques en lead gen déjà, c'est clairement d'être dans une logique de je partage, j'explique ce que je fais, j'essaie de lever l'opacité et je vais toujours être dans une démarche d'écoute avec mon client, de comprendre quels sont les prospects qu'il veut pour ensuite lui apporter des prospects de qualité. La qualité prime aujourd'hui. Je veux dire, il y a plein de faits économiques aujourd'hui qui fait que les gros acteurs qui achètent beaucoup de leads ont un besoin d'autant plus important de qualité. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas avant, mais il y avait quand même pas mal d'acteurs par le passé, en tout cas avec qui on a travaillé, qui étaient dans une logique de ok, je veux faire beaucoup de volume, quitte à détériorer un peu la qualité. Ça, c'est des discours qu'on peut retrouver beaucoup en 2021, 2022, etc. Globalement, depuis 2023 et surtout en 2024, les discours changent, même sur les plus gros acteurs qui pouvaient acheter 5 à 10 000 leads par mois, qui sont moi je m'en fiche d'avoir 500 leads ou 3000 leads, ce qui m'intéresse c'est la qualité. Je préfère avoir 500 leads de qualité que 3000 leads avec une qualité médiocre, ce qui était souvent un discours inverse il y a encore quelques mois de ça. Donc les bonnes pratiques en lead gen, c'est tout de suite de travailler sur la qualité et de montrer et de comprendre auprès de vos clients qu'est-ce que c'est que des leads de qualité, quoi. Et que globalement tous ceux qui sont incapables de faire de la qualité ou qui ne trouvent pas le bon mode de fonctionnement, la bonne méthode avec leurs clients vont se faire éclater en lead gen. Et qu'il ne faut pas croire que c'est un marché qui est simple, sur lequel on peut gagner très bien sa vie très rapidement. Oui, les montants sont colossaux, hein, je le rappelle, on a fait effectivement 7 millions d'euros en 2023. Chez Lead Studio, il y a à peine 6 ou 7 personnes qui globalement bossent full time. Il y a des boîtes, ils sont quasiment 500 et ils n'arrivent même pas à faire 7 millions. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux monétaires, mais c'est aussi très stressant, hein. Je veux dire, on dépense tellement chez Google, Facebook, etc. que forcément les montants sont très difficiles à gérer. Donc les bonnes pratiques en lead gen aussi, au-delà de la lead gen en général, c'est d'avoir le cœur bien accroché. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai créé des podcasts insubmersibles, c'est que je pense que c'est un marché qui est très très dur, contrairement à ce qu'on peut penser, et que c'est important de savoir dans quoi on se lance, en tout cas d'un point de vue lead gen, avant de mettre en place de premières actions, parce que c'est un marché qui est très dur. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie, je pense, sur les bonnes pratiques. On a beaucoup parlé, on m'a beaucoup posé de questions de bonnes pratiques, encore une fois sur Dimension, etc. Ça, j'ai fait pas mal de vidéos. Ce que je peux vous dire, c'est que Dimension reste quand même un super outil, que ce soit sous le format vidéo ou le format créa statique classique. Par contre, ça demande du temps. C'est clairement un outil sur lequel il faut apprendre à perdre avant de gagner, puisque c'est difficile au démarrage de trouver les bonnes audiences, d'avoir les bons formats d'ads et surtout les bons funnel marketing. Par contre, voilà, chez Lead Studio, c'est clairement sur la stack Google, tout ce qu'on dépense chez Google. Je pense que Discovery, bon, le search, évidemment, ça va être, je pense, à mon avis, 50% de nos dépenses. Hein, c'est la grosse moitié de nos dépenses. Maintenant, Dimension doit être autour de 30%. Donc, clairement, ça vaut le coup. Encore faut-il savoir dompter cet animal. La question sur laquelle ça s'est arrêté était donc comment entretenir son réseau, le personal branding, est-ce qu'il faut aller dans des salons, est-ce qu'on fait des événements, est-ce qu'on poste sur LinkedIn, comment est-ce qu'on fait connaître son entreprise. Alors, beaucoup de questions dans la question, qui est très pertinente d'ailleurs.
je vais vous parler de ce que moi je pense globalement de la création de contenu et de ce que nous on fait globalement chez Elite Studio, ce que je fais et comment on gère tout ça. Au niveau de la création de contenu, je pense qu'aujourd'hui, ça reste le moyen de différenciation ultime et nécessaire pour avancer sur le long terme et sur la création de sa boîte. Alors, tout le monde publie aussi, je pense, du contenu, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Donc, globalement, tous ces réseaux-là sont saturés. Encore il y a quelques années, il y a des marques qui se sont construites en étant uniquement présents sur du YouTube, du LinkedIn. On a beaucoup de boîtes qui ont explosé sur LinkedIn. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient très très difficile puisque tout le monde s'y est mis. Donc évidemment, on est dans un contexte d'océan rouge et se différencier devient de plus en plus compliqué. Au-delà de ça, si vous ne le faites pas, il n'y a rien de pire. Parce que le fait qu'aujourd'hui, il y ait certes un marché qui soit saturé sur la création de contenu ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, on est dans l'obligation d'y aller, mais ce qui veut dire aussi, c'est que pour pouvoir se démarquer et arriver à faire connaître sa boîte, il faut le faire de manière intelligente et arriver à se démarquer de la masse. Donc déjà, il y a ne pas y aller, c'est évidemment le meilleur moyen de ne pas développer sa boîte, mais y aller ne veut pas dire que vous allez évidemment réussir et ça va vous permettre d'exploser comme certains ont magnifiquement réussi à le faire. Alors, nous, ce qu'on fait, et moi, la vision que j'ai de la création de contenu, c'est que de base, ça prend pas mal de temps. Donc, sur tout ce qui est personal branding, etc., de base, je pense qu'il faut prendre du plaisir à ce que vous faites. C'est essentiel. Donc, il faut que vous trouviez votre axe créatif dans la mesure où, comme ça va vous demander beaucoup de temps, que ça va être un espèce de marathon sur du long terme, si vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites et qu'à chaque fois que vous allumez la caméra, que vous allez faire un post LinkedIn, que vous allez dans un salon, ça vous met la boule au ventre, malheureusement, c'est pas pour vous et ça va être compliqué. Alors, il faut aussi arriver à trouver du plaisir dans cet exercice-là et c'est pas parce que si je vous dis ça, vous dites non, mais c'est vraiment pas fait pour moi, j'aime pas du tout, que c'est pas fait pour vous, c'est juste qu'il va falloir que vous trouviez votre axe créatif dans lequel vous allez vous éclater. Une fois que vous avez trouvé votre axe créatif, il faut évidemment le mettre sous un contenu qui soit pertinent pour votre audience et surtout qui vous donne quelque chose de différent par rapport à la masse. Je pense que dans la création de contenu, il y a pas mal de choses. Ça dépend aussi de votre audience. Donc, moi, ma vision, c'est que avant de faire de la notoriété et en fait d'avoir du contenu qui va vous permettre effectivement de gagner en notoriété, le plus important, à mon avis, c'est que vous soyez capable de créer du contenu qui assoit votre crédibilité et votre légitimité sur un sujet précis. Je pense qu'on est dans une époque où on va tous chercher le TikTok qui va nous faire 1 million de vues, la vidéo YouTube qui va exploser. Quelque part, ça c'est très bien pour la notoriété, mais est-ce que finalement ça va nous apporter du business? Est-ce que sur du long terme, ça va vraiment asseoir notre crédibilité? Et donc du coup, moi, ma vision de la création de contenu, et ce qu'on a toujours eu chez Elite Studio, c'est que on sait très bien qu'on va pas faire des millions de vues, on sait très bien qu'on ne sera pas Yomi Denzel, MrBeast sur YouTube. En revanche, dans tout ce que j'essaie de vous partager, j'essaie continuellement de montrer la crédibilité qu'on peut avoir chez Elite Studio, la crédibilité qu'on peut avoir sur Google Ads, le SEA, le marketing digital en général, de manière à ce que quand vous écoutiez notre contenu, en tout cas je l'espère, vous appreniez des choses, et surtout que si vous avez un problème reconnu, urgent et douloureux qui globalement entre dans le champ de compétences de Elite Studio, évidemment ce soit une évidence pour vous de rentrer en contact avec nous. Donc nous, la stratégie qu'on a toujours prise, c'est, en tout cas chez Elite Studio et moi ce que j'ai toujours pris, c'est d'abord créer du contenu qui apporte de la valeur à mon audience, pour lequel évidemment je prends du plaisir à partager. Je suis un grand passionné du marketing digital, de la psychologie marketing, du copywriting, évidemment de Google Ads, et donc le partager avec vous, c'est aussi un moment pour moi de plaisir. Et donc ça ne me gêne pas de passer des heures et des heures à créer du contenu. Maintenant, évidemment, il faut le faire intelligemment. L'idée, c'est pas non plus de ne jamais se challenger. Et donc, aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, on a accéléré sur la création de contenu chez Elite Studio et j'ai envie d'arriver à trouver un axe pour lequel on va pouvoir augmenter le pool d'audience de personnes qui nous écoutent, des formats podcast, des formats comme ce que je fais là ou autres qui en fait changent un petit peu de ce qu'on peut voir
euh, sur Google Ads avec des tutos très techniques et essayer de vous donner voilà, une vision un petit peu plus globale de l'entrepreneuriat, évidemment autour du marketing digital, avec ce genre de format un peu long. Je pense sincèrement qu'aussi, en termes de création de contenu, il y a 3 types de création de contenu qui vont exploser. Ça, c'est ma vision. C'est évidemment tout ce qui est contenu très short, avec un élément actionnable à la TikTok, etc. Bon, c'est là où globalement, si vous me suivez, vous savez que j'essaie de créer des aventures, les aventures de Bernard, entre guillemets, qui essaie de faire sa sauce sur Google Ads et qui découvre petit à petit le marketing digital. Euh, un format qui va être globalement court mais technique. Donc c'est généralement les petits, voilà, petites techniques, astuces. Quand je file mon écran, je vous montre deux, trois hacks techniques sur Google Ads. Mais j'ai quand même un doute que ce format-là perdure. Et après, les formats longs. Je pense que les formats podcast de 2 ou 3 heures, quand on regarde globalement l'historique de la chaîne de Lead Studio et qu'est-ce qui cartonne aujourd'hui, ce sont des formats comme ça. Probablement que là, vous m'écoutez, vous êtes en train de courir, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes en train de marcher dans la rue, je ne sais pas. Et je pense sincèrement que ce type de format-là sont les formats d'avenir avec lesquels on peut échanger. Et enfin, après, ma grande conviction sur la création de contenu, c'est tout ce qui va être en fait live pour pouvoir partager directement avec son audience. Aussi petite ou aussi large soit-elle, je pense que les contenus live où on peut directement interagir est essentiel. Et ça, je vais en faire de plus en plus, en tout cas je l'espère, une fois que j'aurai trouvé un axe qui vous plaît. Donc, comment entretenir voilà, son personal branding? Je pense qu'il faut créer du contenu, il faut trouver son axe marketing, il faut évidemment asseoir sa crédibilité, il faut prendre beaucoup de plaisir. Après, sur les éléments un petit peu plus actionnables de la question, qui était est-ce qu'on doit aller dans des salons, est-ce qu'on doit entretenir son réseau, j'ai envie de dire c'est une évidence. Tu ne vas jamais globalement pourrir ton réseau ou ta marque, ton personal branding en allant dans des salons, sauf si tu y vas euh, complètement bourré et que tu insultes tes prospects. Mais évidemment qu'il faut le faire. Nous, on n'était pas du tout friands de salon. On en a fait cette année et je me rends compte à quel point c'était une erreur de ne pas y aller plus tôt, puisque ça permet, déjà, de venir voir nos clients en direct, nos partenaires, et donc de tisser du lien. C'est super important quand vous avez des modèles d'agence ou quand vous travaillez en B2B, de ne pas être un modèle Netflix où globalement vos clients peuvent vous couper, vous activer sans douleur. Il faut créer du lien. Nous, on adore voir nos clients, enfin moi j'adore voir mes clients, donc évidemment j'ai envie d'aller euh, dans ce type de salon, et donc on va en faire de plus en plus. Et après, en termes de rentabilité, c'est hyper rentable. Alors, il ne faut pas y aller, je pense, en se disant je vais dans un salon et puis je regarde dès le jour 1 si j'ai signé des clients. Si vous le faites, c'est très bien, mais c'est plus sur du long terme, juste le fait d'être visible. Encore, et là, régulièrement, donc on a fait le salon All for Customers avec toute mon équipe, on a mis nos pulls roses. Voilà, on est allé voir nos partenaires, on a discuté avec des boîtes qui étaient sur notre marché, ou pas du tout d'ailleurs, pour essayer de se former, apprendre de nouvelles choses, et puis juste aussi faire un peu de notoriété, voir que l'équipe Lead Studio est dynamique, qu'on est une équipe de jeunes, de personnes intelligentes, qu'on maîtrise parfaitement notre sujet, entre guillemets. Et puis, ben voilà, après, jour après jour, semaine après semaine, on voit les contacts qui arrivent sur les studios. On vous a vu au salon, on vous a vu sur la chaîne YouTube. On a un souci au niveau de la génération de prospects. On a envie voilà, de savoir ce que vous faites, dites-moi en plus, et hop, on jump dans un call. Et puis, ben, s'il y a après closing et qu'on peut récupérer des partenariats, c'est parfait. Donc évidemment, il faut essayer de tout faire, il faut tester les choses, il faut trouver ce qui fonctionne pour vous, là où aussi votre audience, hein, il faut aller leur parler, c'est important. Typiquement, aller dans des salons, si vous n'avez si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker la chaîne YouTube de Lead Studio. Retrouvez-moi sur LinkedIn, retrouvez-moi sur Discord. Et évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur l'entrepreneuriat et apprendre à mieux me connaître, rendez-vous sur Apple Podcast ou Spotify dans mon podcast Insubmersible en solo, où je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, hein, celle qui est dure et loin du TikTok millionnaire justement. Dans lequel je vous partage mon aventure et je vous donne le plus d'éléments actionnables pour atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et obtenir la vie que vous méritez, quoi. Voilà, c'en est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne
optimisation de vos campagnes, très bonne journée, très bon jogging, très bonne vaisselle si vous êtes en train de faire la vaisselle. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!